Merci Damien, c'est moi qui vais commencer par parler. Non, parce qu'on en reparlera tout à l'heure. Tu cites Kiarostami dans la dernière réponse de ton dossier de presse. Maintenant, dès qu'on cite le nom de Kiarostami, ça m'émeut, tout ça. Ouais. Deux, ce que tu dis me paraît très bien convenir au film, mais c'est de ça dont on parlera tout à l'heure. 3, je viens de retrouver des entretiens inédits Kiarostami que j'ai cru avoir perdu pendant une journée entière, donc j'étais hyper mal. Mais je les ai retrouvés, c'est là, il y a 10 minutes, donc je suis hyper content. Merci d'arriver ce jour-là, du coup. Non, mais voilà. Non, mais ce que tu dis du film me paraît être une façon de m'introduire moi en tant que spectateur, et programmateur. Qui est que... et par ailleurs, définir en partie la ligne éditoriale de Shellac Distribution, représentée par deux de ses plus ferventes incarnations, Thomas Ordonneau et Anastasia. Ouais, vous pouvez saluer la foule. Thomas, c'est son anniversaire en plus, tout ça. Ouais, non, mais ça se dit quand même. Puis Anastasia de Montreuil, quand même, c'est pas n'importe quel nom propre. Bon, ouais, parce que ce que tu rapportes de Kiarostami, c'est que les spectateurs, enfin, tu fais référence à un texte qu'il a lancé, non pas lancé, distribué dans la foule, pour le centenaire du cinéma, à l'Odéon, j'y étais, et qui parlait du fait qu'un film n'était jamais achevé, et que ceux qui finissaient les films, qui les constituaient pour partie, c'était les spectateurs. Et qui du coup pose une question qui est mais à partir de quand un film est fini? Parce que le spectateur, il ne le finit pas seulement pendant le temps de la projection, il part avec, puis il le finit chez lui. Ce qui est une vraie question aussi pour comment on fait pour faire des rencontres, parce que la rencontre, elle a lieu juste après le film. Et voilà, moi par exemple, c'est un film là, dont je ne savais pas quoi penser en sortant, et que j'ai aimé 2 jours après, enfin, de façon plus intense, et qui m'accompagne depuis que je l'ai vu. Mon regret là, c'est de ne pas le revoir, mais c'est une vraie question de, voilà, comment est-ce qu'il faut décider juste à la sortie qu'on a un coup de cœur immense, ou est-ce qu'on peut se laisser accompagner par une espèce de musique ou de parfum? Puisque ce film-là, à voir avec ces deux arts-là, si l'art du parfum en est un. Voilà, donc ça me disait bien d'introduire un peu comme ça, qu'il y a une espèce de façon de je sais pas, modifier les enjeux du débat qui suivra la projection. Voilà, c'est que le film est tellement ténu, tellement doux, tellement singulier aussi, que l'avis définitif peut être aussi plus flottant que sur un objet plus nettement identifié, respectant des codes mieux connus. Voilà. Je ne sais pas ce que tu penses de cette introduction, peut-être que tu vas me dire, mais t'es dingue. Mais je te donne quand même la parole. Merci. Non, bah, je suis ravi d'entendre ça, je suis ravi d'être ici. J'ai pas trop envie de parler avant le film, forcément. Mais je serais ravi de discuter avec vous tous une fois la projection terminée. Si elle se termine, voilà. Non, c'est parfait avec le film, mais il n'y a pas de fin, quoi. Voilà, donc bonne projection. À tout à l'heure, merci. Bon, je vais poser 2-3 petites questions, puis après on va passer la parole à la salle. La première chose qui m'est frappé, en fait, c'est quelque chose qui apparaît au générique du film. Parce que je ne connais pas beaucoup d'exemples dans l'histoire du cinéma où le ou la co-scénariste est le ou la chef opératrice, en l'occurrence, du film. Ouais. Et j'ai l'impression que ça change tout, en fait. C'est peut-être aussi déjà ça qui fait la singularité de ce film. Donc je voudrais que toi, tu m'expliques un peu comment se passe cette collaboration. Est-ce que ça change en termes d'écriture, dans tous les sens du terme? En fait, elle fait aussi d'autres choses. Isabelle Pagliai, elle fait aussi le casting. Donc voilà, casting, image et co-scénarisation avec moi. Mais je suis obligé de vous parler un peu de comment on s'est rencontré avec Isabelle et comment on travaille. C'est-à-dire qu'au départ, elle est photographe. Et il y a quelques années, il y a 10 ans, elle avait vu mes films au cours et elle voulait absolument voir comment on fabrique un film et du coup elle voulait assister au tournage. Et du coup je lui ai dit assister à un tournage c'est une drôle d'idée, il faut absolument que tu participes, donc tu peux faire les repérages avec moi en fait. On a fait toutes ces sessions de repérage ensemble, le repérage c'est quelque chose de très important pour moi. Et voilà, ensuite sur le film d'après, donc sur Un jeune poète, mon premier long métrage, à un moment, c'est assez chaotique comme tournage, à un moment le chef opérateur a eu une proposition plus intéressante, on va dire, a quitté le tournage. Du coup Isabelle au dernier moment
s'est récupéré la caméra et voilà, il fallait qu'on continue, donc elle est devenue chef opératrice. Voilà, et là déjà, elle commençait un peu à écrire avec moi, et sur celui-là, voilà, elle avait l'appareil qu'elle connaît bien, elle travaillait l'image, et puis là, on a vraiment écrit à deux, même si j'avais pensé au projet, et j'étais quand même arrivé avec une idée, au moins en un an, j'avais déjà une idée du film. Mais en tout cas, nous, notre façon de travailler, on est une petite équipe, on n'aime pas on n'est pas spécialisé, on n'est pas spécialiste. C'est pas quelque chose qui nous fascine, cette idée de la spécialisation, ni l'idée de la hiérarchie. Bon, évidemment, il y a une hiérarchie sur un tournage, mais on est très peu, donc dès qu'il y a un problème, on le règle, on en parle, c'est direct. Et spécialisation, je peux très bien me retrouver à faire des sandwichs comme Isabelle, comme tout le monde, et on n'a pas envie d'être complètement spécialiste, si vous voyez ce que je veux dire. On peut tourner, on peut avoir différents rôles. Évidemment, il y a une limite à ça, mais en tout cas, notre aventure, elle se passe comme ça, quoi. Il n'y a pas de... Voilà. Chacun n'est pas bloqué sur son rôle. Alors ça répond que partiellement à ma question, parce que du coup, ce que je suggère aussi, c'est que le fait d'avoir comme co-scénariste une chef opératrice aide sans doute d'autant plus à avoir confiance dans une donnée qui va finir par construire le récit, qui s'appelle le changement de la lumière. Ça, pour moi, il y a vraiment un lien entre l'enjeu narratif que je crois que tu amènes toi, dans ces idées premières de construction générale du film, qui est que ça doit se dérouler pendant une journée et une nuit, et puis le fait qu'à un moment, on se dise, ça suffit en soi comme enjeu, ça, ces changements lumineux progressifs, on peut y revenir sur quelques-uns d'entre eux, pour que ça puisse tenir, pour peu qu'il y ait une cohérence très très forte entre les enjeux narratifs et les enjeux lumineux. Ouais, mais en fait, j'ai partiellement répondu parce qu'en fait, l'idée c'est que ce que j'essaie de dire, et ça n'enlève rien à notre travail, c'est que Isabelle n'est pas chef opératrice, comme elle n'est pas scénariste. Comme je ne suis pas réalisateur, non, je plaisante, mais c'est vraiment ça l'idée, c'est-à-dire qu'on avance ensemble. Évidemment, ces questions de narration, ces questions de lumière, mais c'est, je ne sais pas expliquer, c'est vraiment il n'y a pas de spécialisation. Donc du coup, évidemment, la question de la lumière et la question de la narration sont au même endroit, au même niveau. Pour simplifier, je dirais, on fabrique un film. Et tous les problèmes, on se les coltine. Voilà. Alors du coup, je vais te poser une question très précise sur un changement de plan que je viens de revoir là. Ouais. Non mais juste pour savoir comment ça fonctionne, comment vous l'écrivez, ça... À la fin, ils sont en train de s'enfoncer dans la lumière, il est en train de ramer, et il y a la lune au sommet, et on va entièrement voir disparaître la barque et les deux protagonistes, complètement du plan. Et juste après, on raccorde, et son visage à elle est totalement blanc. Ça, par exemple, ça s'écrit, enfin, c'est incohérent en termes de choix d'éclairage traditionnel dans une logique naturaliste. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu te dis, voilà, il y a un enjeu là, à ce que la lumière change radicalement, indépendamment de la question de la vraisemblance, parce que la force poétique est plus grande, parce que, voilà, qu'est-ce qui se passe là? À quel moment se prend cette décision-là, de changement brutal de la lumière, dans un film qui, par ailleurs, raconte de façon relativement linéaire un passage du jour à la nuit et au petit jour. Et là, par exemple, sur la scène de la barque, on est déjà au bout de quelque chose, c'est-à-dire qu'on est déjà plus dans le réalisme, si on peut dire, et on est dans une esthétique qui est très particulière, parce que le décor disparaît petit à petit. Ouais. Après, ce raccord-là, il se trouve au montage. Il ne se passe pas au tournage. On ne dit pas au tournage, ils ont disparu tout d'un coup. Par contre, on sait qu'on affirme une expressionnisme, en tout cas une façon très, très frontale de filmer le visage de Naomi et celui de ses sous-mains. Et c'est vraiment au montage qu'on trouve ça. Mais il y a, pour moi en tout cas, il n'y a plus de problème à ce moment-là parce qu'on est déjà loin. Quoi. On est déjà loin, du coup je pose ma dernière question.
comment et à quel moment, là aussi, tu décides de nous embarquer, c'est le cas de le dire, et de partir d'une logique, a priori, relativement psychologique et naturaliste, inscrit sur des codes relativement bornés, qui seraient un scénario conventionnel de la conquête amoureuse et de la première expérience, et du coup d'opérer ce virage stylistique, et narratif aussi, générique, au sens du genre cinématographique. Voilà, ça, par exemple, c'est un truc d'écriture, c'est dans les discussions d'équipe, indépendamment des fonctions, tout ça. C'est que le film tient vraiment sur ce virage-là, d'une certaine façon, parce qu'il n'y aurait que la première partie. On pourrait être fasciné par le jeu des acteurs, par le travail du découpage, le travail de composition des plans, tout ça, mais d'une certaine façon, on pourrait rester sur cette impression de déjà-vu, puisque le film travaille aussi là-dessus, sur le côté conventionnel, vécu par tous, de cette expérience-là, d'oser dire ou pas dire. Et puis tout à coup, le pari du film, c'est de nous prendre la main et de nous dire « mais je vous emmène vraiment ailleurs ». Ouais, alors il y a plusieurs raisons, je pense à ça. C'est évidemment une décision, c'est pas une décision qui se prend à l'écriture, parce qu'à l'écriture, on est dans un... Déjà, l'écriture, elle est vague, c'est-à-dire qu'elle est volontairement vague pour pouvoir trouver au tournage. Ça, c'est une idée qui est très importante pour moi et pour l'équipe. Donc, du coup, je sais, par exemple, que les 2 premières semaines, c'est 4 semaines de tournage, c'est que les 2 premières semaines, je vais travailler avec 2 adolescents. Je sais que les 2 semaines qui suivent, je vais travailler avec l'adolescente et Setsuma, donc le gardien qui incarnera le gardien du parc. Et je ne sais pas que ça... Je sais que ça va être un jour et une nuit. Je connais donc les horaires du film. Je connais aussi tous les lieux du film, c'est-à-dire tout le parcours géographique, toute la balade. Je sais exactement où on va tourner. Mais je ne connais pas... Je ne connais pas encore la tonalité de l'histoire, ni exactement en profondeur ce qu'elle raconte. Du coup, on commence à tourner chronologiquement, on tourne, et on découvre au fur et à mesure le récit et ce qu'est en train de vivre cette héroïne. Et du coup, les contraintes de production, elles entrent dans l'écriture, forcément. Parce que du coup, on fait un test 2 jours avant de commencer les tournages de nuit, on fait un test de nuit, avec la lumière qui est la nôtre. On a pu s'acheter avec l'argent qui est le nôtre. Et on se rend compte que ça fait ça. Donc on a une grosse discussion. Et on se dit, tiens, oulala, c'est beau, mais on n'est plus dans le réalisme. On a décollé, on est ailleurs. Comment on va faire? Problème. Voilà. Ensuite, je commence à tourner avec Setsuma. Il est super, mais il est à côté. Il est décalé. Super, il y a une dimension burlesque dans son personnage. J'y avais pas forcément pensé. Il y a une dimension burlesque dans cette deuxième partie. Il est à la fois comique, maladroit. En même temps, il est très inquiétant. Ça m'intéressait, le fait qu'il soit inquiétant. Voilà, donc les choses avancent comme ça très petit à petit. Et puis un jour aussi avec Isabelle, je me souviens très bien, on s'est dit, mais et puis la marche en arrière aussi. Ça, c'était une idée que moi j'avais depuis le départ. J'avais cette idée des mois en amont du tournage. Je voulais placer cette idée, sans savoir forcément que c'était l'idée de revenir en arrière. J'avais cette marche en tête. Tous ces éléments, à un moment, on se dit, attends, on est en train de faire un rêve. Donc elle est en train de rêver. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on accepte ça? Est-ce qu'on est OK avec le fait qu'avec cette bascule, enfin, tout ça est très... comment dire? Je vous embrouille, j'ai l'impression. Tout vient en même temps et il n'y a pas de... Comment dire? Et c'est pareil, cette scène des textos, elle est... Voilà. Et après, je dirais qu'au montage, on harmonise en fait. Au montage, on harmonise. Au montage, on arrive à ce que dans cette scène, dans ces 10 minutes de texto, dans une séquence, il y ait une bascule sonore, il y a quelque chose qui... Donc après, c'est que du dosage pour essayer de... Donc cette bascule, moi, elle m'a fait peur, mais on s'est dit, on y va, on plonge nous aussi là-dedans. Voilà. Qui veut poser la première question? Bonjour. Alors, en effet, dans votre film, le temps est une chose très importante, même fondamentale, puisque même cette histoire de venir en arrière, etc., en arrière du temps et tout,
On voit que vous vous promenez dans le temps, et c'est très important dans le film. Alors, pour évidemment avoir une structure du temps, il a fallu vous-même être très structuré. Donc, est-ce que vous avez travaillé avec une production? Vous avez un producteur pour faire ce film, ce qui vous permet quand même d'avoir un certain confort et un certain équilibre d'esprit. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente à peu près votre budget? Voilà la question. C'est une question qui touche à la fois la création et à la fois, évidemment, le côté économique du film. Non, mais en tout cas, tranquillité d'esprit, non, quoi. Il n'y a pas, parce que c'est... Voilà, parce que ça fait partie du plaisir, peut-être, un peu masochiste de faire des films. Comment? Pas de tranquillité d'esprit. Mais après, donc producteur, moi j'ai monté ma boîte, donc c'est moi qui produis. Après, évidemment, je ne suis pas tout seul. J'ai un associé qui est là-haut, qui s'appelle Martin Berthier, et qui m'accompagne. Et puis, il y a toute une équipe. Tout est très structuré, mais vague. C'est-à-dire, on sait, comme je disais tout à l'heure, on connaît les lieux, on sait où on va tourner. Les acteurs doivent tourner tel jour. Il y a plus ou moins une sorte de plan de travail qui explose, qui ne tient pas la route dès le début du tournage. Mais en tout cas, il y a une sécurité, évidemment. Et, voilà, tout est... Vous avez un budget? Bah, heureusement, parce que sinon... Ça représente quoi, le budget? Et en fait, je vais pas donner de somme, mais en gros, ça représente l'équivalent d'un court-métrage bien financé en France. Bon, relativement bien financé en France. Un court-métrage. Donc on est à 10 fois moins que ce que ça coûterait dans des conditions normales, soi-disant normales. Donc c'est peu, mais en même temps, l'idée d'adapter la forme à l'économie et l'économie à la forme, je pense que c'est quelque chose qui moi me plaît, c'est quelque chose qui me convient, et j'ai aucune frustration. Au contraire, j'avais lu l'idée du film elle vient de plein d'endroits, quoi, mais j'avais lu un roman qui se passait uniquement dans un parc, par exemple, sur un homme qui se baladait, un roman japonais, que du parc. Pour moi, c'est juste absolument fascinant de faire un métrage qui se passe uniquement dans un parc. Et il y a presque quelque chose de... Voilà, comme je disais tout à l'heure, les repérages, pour moi, c'est juste un moment où je prends un plaisir et je vois le film apparaître quand je fais des repérages. Parce qu'à l'arrivée, il y a 4 ou 5 parcs différents qui apparaissent dans le film, c'est ça? Il y a 5 parcs et on les... Voilà, et l'idée, c'est de construire un seul parc, évidemment, et puis qui évolue, mais que ça reste crédible. Et je pense que cette idée-là, du fait de reconstruire un monde qui est imaginaire, mais que ça reste crédible, je pense que c'est un peu bizarre, c'est de l'analyse de mon travail, mais je pense que c'est exactement mon travail. C'est-à-dire, ce que je cherche, c'est à rester réaliste, tout en étant un tout petit peu... et que le réel décolle un peu. Ça décolle très légèrement. Je pense que dans la deuxième partie, on s'est un peu lâché. Ça a vraiment décollé. Mais je pense que dans la première partie, on est à un endroit où tous mes films travaillent un peu à cet endroit-là, et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de continuer, de poursuivre. Au passage, puisque tous les critiques jouent à rivaliser de références littéraires, moi il y en a une qui m'est venue à l'esprit, qui n'est pas Duras citée par tout le monde, qui est Michel Butor, qu'on devait accueillir en novembre, s'il n'était pas mort avec le théâtre. Parce que chez Butor, il y a précisément cette espèce d'extraordinaire précision stylistique et ce jeu avec la quotidienneté, je pense entre autres à la modification. Et puis tout à coup, il y a une espèce de prise de pouvoir dans le texte d'une dimension fantasmagorique, voire mythologique, qui pour moi n'a pas tant d'équivalent que ça au cinéma, et que je vois vraiment à l'œuvre ici, quoi. C'est-à-dire ce désir de faire en sorte que, progressivement, alors qu'on est sur un récit au départ qui se donne pour psychologique et ténu, il y a une espèce de profondeur historique qui finisse par imprégner le récit et qui ouvre le film à d'autres dimensions, dont cette dimension mythologique, dont le rapport au conte de fées, dont le rapport au film fantastique, voire au film d'horreur, comme dans la dernière partie du film. Je ne sais pas si tu as pensé ou vu Butor ou... Il faut. Ouais, on pense à Cocteau aussi, ouais. Y compris dans le baiser, là, la métamorphose finale, le passage au moment de
de l'entrée dans le champ du personnage. Enfin, c'est comme ça que s'opèrent certaines des modifications, des métamorphoses dans La Belle et la Bête, par exemple. Qui veut poser une autre question? Ouais. Bonsoir. Ça va peut-être être une réponse toute simple avec le budget, mais quelque chose qui a pour moi ancré le film vraiment dans le réel au départ, c'est l'absence complète de musique. Et j'ai mis quelques minutes à me rendre compte qu'on entendait les bruits de la nature, qu'on entendait les pas, et tout le son de la scène et de l'ambiance autour. Et ça m'a presque déstabilisée, contrairement à l'habitude qu'on a d'être en sécurité en tant que spectateur en regardant une fiction. J'avais presque l'impression d'être une voyeuse dans une situation réelle. J'ai trouvé ça c'est presque une agression en fait. Et je voulais savoir si par rapport à votre manière de travailler avec l'équipe que vous avez expliqué au départ, si c'était une décision qui était longtemps avant, si ça s'était imposé comme une évidence à un moment ou à un autre. Comment c'est arrivé comme ça? Le fait de ne pas avoir de musique, par exemple. Voilà. C'est pas un dogme, c'est pas il n'y aura pas de musique, c'est absolument pas une décision comme ça, mais en fait, dans aucun de mes films il y a de la musique. Là j'ai fait un effort parce qu'il y en a sur le générique, elle est très jolie, mais franchement, non, parce qu'en fait c'est difficile. Enfin, mettre de la musique c'est facile et c'est très difficile. Et c'est facile de se planter et d'être redondant ou alors de s'en servir pour amener des sentiments, alors que je crois beaucoup que les sons, et notamment là dans un lieu unique, les sons du parc, peuvent aussi raconter les états des personnages et peuvent aussi mettre dans une atmosphère. Les silences aussi. Donc voilà, moi je travaille beaucoup avec ça. Donc en fait c'est un film qui dure 70 minutes, je travaille beaucoup avec les silences, je travaille beaucoup avec les sons, et juste pas la place pour de la musique. C'est ce que je crois. Et après, ça permet aussi d'avoir une sorte d'unité et de vivre une expérience qui trace du début jusqu'à la fin. Après, si je faisais peut-être un film de 2 heures, peut-être que travailler avec des chapitres, des choses plus structurées, qui auraient sans doute de la musique, je sais pas. Mais là, j'ai la conviction qu'il n'y a pas la place dans ce film pour la musique, et que le travail du son est générateur d'émotions aussi. Voilà, et puis après, peut-être ça déstabilise, mais je trouve ça agréable aussi. Madame, allez-y. Bonsoir, j'ai beaucoup aimé votre film. Alors, expliquez-moi si j'ai bien compris. Vous êtes quand même organisé, puisque vous dites pendant 15 jours on va tourner le jour et pendant 15 jours on va tourner la nuit. Vous aviez déjà une idée d'utiliser cette marche pour revenir en arrière. Nous, quand on regarde ce qui se passe la nuit, on est extrêmement dérouté et à un moment, on s'aperçoit que c'était un rêve, enfin presque un cauchemar, un rêve sûrement. Quand est-ce que vous est venue l'idée du rêve? Parce que vous vouliez tourner la nuit, mais tourner quoi? C'est ça que j'aimerais savoir. Comment vous avez, vous avez mis tout ça ensemble? Merci. Non, mais c'est une très bonne question. Mais en fait, ça se construit au jour le jour. Donc, vu qu'on tourne de façon chronologique, on commence par le réveil de Naomi, le fait qu'elle se retourne, qu'elle commence à partir en arrière. Le lendemain, on tourne les plans où elle marche dans le parc seule. Ensuite, l'arrivée du gardien. Ah tiens, il est malheureux avec son vélo, ça donne un certain ton. Donc, si vous voulez, la difficulté de cette méthode sur ce film en question, c'est que c'est qu'il y a un temps d'écriture après chaque journée de tournage qui est colossal et qui est très pénible. Et on passe, on écrit au moins 3-4 heures par jour, en plus des journées de tournage qui sont conséquentes. Donc voilà, mais en gros, on rentre à la maison, ok, qu'est-ce qui s'est passé, quelle direction, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça nous fait ressentir, demain on fait quoi? Tu revois les rushs?
tire des photogrammes de chaque plan, que je colle au mur, et que je regarde en fumant des cigarettes, avec Isabelle, et dire qu'est-ce qu'on fait demain, qu'est-ce que ça veut dire, où est-ce qu'on va. Et puis après on dit on va se coucher, et demain matin on saura, des trucs comme ça. Donc on n'a pas le temps de regarder les rushs, c'est impossible. Sauf s'il y a une erreur ou un problème. Mais voilà, mais après par exemple, il y a énormément d'écrivains qui travaillent comme ça, il y a vraiment découvrant au fur et à mesure. Mais il y a quand même, je savais quand même qu'on était en train de raconter une histoire d'amour sur un jour et une nuit, qu'on passerait par la rupture, par une traversée du chagrin, par une expérience de deuil. C'est pas... tout n'est pas ouvert du tout, au contraire. Il y a un vrai filet de sécurité, qu'on est dans un seul lieu. Est-ce que vous tournez plusieurs fois le même plan? Est-ce que vous voyez plusieurs plans du même plan? Ça dépend. Ça dépend. On n'a absolument pas une méthode précise, comment dire, en tout cas une seule méthode, non. Parfois c'est un plan qui dure 20 minutes, qui est très improvisé, où je dirige en direct un peu comme une scène de théâtre. De façon générale, comment vous pouvez classer ça? Un ou deux plans, une ou deux fois un plan, ou plutôt un plan? Non, je peux faire 16 prises comme je peux faire une prise. Il n'y a vraiment pas de... Ça, suivant la situation, suivant ce qui se passe. Vous avez déjà fait 20 fois le même plan? Oui, oui. 30 fois même, parce que ça marche pas ou parce que je sens que ça va marcher. Et en même temps, le plan des SMS, c'est une prise. Il n'y a pas du tout de... Il n'y a pas du tout de... C'est une prise, mais c'était pas tellement prévu. Plusieurs fois. Ah, mais bien sûr. C'était même la répétition du fameux plan qu'on voulait faire. Et une fois qu'on a vu les rushs de la répétition le soir, on s'est dit qu'on avait le plan. Là, pour le coup, c'est très écrit. Parce qu'elle sait quel SMS elle envoie, quel SMS elle reçoit, mais c'est qu'est-ce qui est écrit après. Ah, la question, c'est est-ce que le plan des SMS, le long plan séquence, est-ce qu'il est écrit en amont? Et la réponse, c'est que on le construit en direct, Naomi et moi. Je suis en face de la caméra, tout près d'elle, et je lui dis ce qu'elle écrit, je lui dis ce que Maxime lui répond, et je lui dis de baisser le regard, ensuite de regarder à droite, ensuite de tourner la tête d'un quart de tour à gauche, ensuite donc c'est quasiment une sorte de chorégraphie qu'on fait à deux, et qui est... on était épuisés après ces 10 minutes, et voilà, c'est très troublant, parce que quand tu fais des films, tu peux avoir... La caméra peut protéger, en fait, de la scène, elle peut protéger de l'histoire aussi. C'est facile de... On a la caméra, on est protégé. Et là, le fait de... Je parle beaucoup, moi, quand on tourne, ce qui est très compliqué pour les gens qui font le son après. Mais du coup, là, j'avais l'impression, c'est le seul plan du film, je dirais, où j'ai vraiment eu l'impression de faire partie de cette histoire et de la vivre moi aussi, de l'intérieur. C'est très troublant. Vous dites de la vivre de l'intérieur, et je rebondis sur cette expression parce que ce film m'a à la fois dérouté, mais il m'a quand même beaucoup plu en réfléchissant un peu après, avec un certain recul. Je trouve qu'il génère une étrange inquiétude. Comme disait Freud, alors je me suis demandé si au début vous faites du père du jeune homme, c'est la mère qui parle de Freud, mais vous parlez d'hypnose, vous parlez de philosophie, etc. Donc je me suis demandé si cette histoire, au fond, n'était pas l'histoire du fond de l'humanité, à savoir des archaïsmes tels qu'on peut les trouver chez Jung, par exemple. Et je trouve que l'ensemble du film est vraiment une illustration à des degrés divers du processus analytique. Et la façon dont vous avez dit, vous tournez un morceau et puis après vous laissez tomber, vous réfléchissez, vous faites une autre partie, un jour le jour, la nuit, une fois autrement. Ça ressemble quand même bien
comment dire, au processus analytique d'association d'idées. Je trouve ça très intéressant parce que c'est pas du tout commun de voir ça dans un film. Une deuxième chose que je voulais dire, j'ai apprécié bien évidemment l'esthétique et puis la référence multiple aux contes de fées, à l'opéra, aux légendes. Quant à la marche en arrière, moi j'ai vu la dégringolade d'Alice au Pays des Merveilles, ou bien tout simplement la plongée dans l'inconscient. C'est, je trouve, la dimension, comment dire, identitaire du film, c'est l'inconscient, la référence à ce clair-obscur qu'est l'âme humaine. Ça c'est le, comment dire, l'ombre ou la lumière de l'histoire, d'une histoire qu'on peut trouver ailleurs, mais l'atmosphère, c'est le fin fond de l'histoire, avec les arbres, les paysages romantiques à la Friedrich Gaspard, etc. Votre film aurait pu s'appeler Les arbres, parce que la façon dont vous tournez, dont vous photographiez les branches, les feuilles, le vent dans les branches, et tout le spectacle autour du vent et des feuilles, et, enfin, disons toute la nature participe à l'expression inconsciente de l'âme humaine dans votre film. Merci. Je prends tout ça. Après ces analyses profondes, moi je suis un animal très primaire. Je veux simplement vous dire, j'ai rêvé avec vous. Et un rêve très poétique, c'était très beau. Même s'il y a eu, il faut bien, un petit peu d'angoisse qui se glisse dedans. Mais c'était magnifique. Voilà, merci. Je voulais juste vous demander, j'ai repéré que vous aviez fait des cadrages différents. Dans la journée, c'était presque un carré. Ensuite, le soir, ça s'agrandit. Et à un moment, j'ai l'impression, mais je ne suis pas absolument sûr, que lorsque le jeune homme apparaît à la place du garde, que la partie gauche de l'écran, du cadrage, se rétrécit. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a d'autres, dans les cadrages, qu'il y a eu d'autres choses que je n'ai pas observées? Mais c'est toujours le même cadre, en fait. Non, à un moment, on passe au 16e. Voilà, c'est ça. C'est toujours le même cadre. Ah, j'ai eu l'impression que ça... Mais en fait, vous n'êtes pas le seul, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça. En fait, c'est le cadre, c'est le 4e. Et suivant les parties de nuit, on peut avoir la sensation que ça ouvre. Et ça n'est pas du tout passé en 16/9, il n'y a pas du tout de volonté derrière ça, si ce n'est que... voilà, si ce n'est que dans cette partie de nuit, on est tellement concentré sur... les lumières sont tellement focalisées, qu'à un moment, on peut avoir cette sensation que l'écran s'éteint. Tout à fait. Merci Damien pour tout ça. Ravi. Bon, moi aussi, je pourrais faire des références. Pour le coup, moi, je vois beaucoup Shakespeare. Et la fin de ta scène, c'est Manet aussi. C'est Ophélie dans les eaux. Mais bon, peu importe. Ou The Funny Walk. Tu sais, The Funny Walks. Non, au niveau de l'écriture, est-ce que tu as pensé, écrit à l'avance aussi, tous les parallèles chorégraphiques, finalement, qu'il y a entre le jeune homme et le garde? Il y a une espèce de transformation chorégraphique, burlesque, inquiétante, étrange, mais quasiment symétrique. C'est écrit ou c'est pas écrit? Non, c'est pas vraiment écrit. Disons que j'ai pensé aux lieux, surtout, qu'il y a un parallèle dans les lieux, qu'on ait l'impression, la sensation pas nette, mais quand même vivante, que ce chemin en arrière était en fait parcourir cette matinée ou cette journée en arrière. Donc j'ai beaucoup pensé aux lieux. Après, je pense qu'il y a une maladresse du jeune homme, qui est une maladresse adolescente, qui est la maladresse des premières approches et de la timidité, auquel répond celle du gardien qui... Voilà, puis
C'est sûr. Puis après, il y a aussi être en prise avec les sous-bois, avec la forêt, les branches. Je veux dire, quand ils vont pour s'embrasser timidement, ils se piquent un peu aux branches, il y a quelque chose qui les entrave. Le gardien, lui, carrément, je sais pas ce qu'il fait, quoi, mais il se prend dedans, ça devient des lianes, ça devient très étrange. Donc, oui, on a pensé à des parallèles, mais enfin, souvent, tout ce qu'on écrit, quand on le tourne, ça marche pas. Et ça, même des gens qui font des films avec des scénarios de 200 pages, c'est évident. Ils arrivent sur le plateau le premier jour. Alors, tu peux rêver à ton film pendant 3 ans, tu peux connaître tout par cœur, tu poses la caméra, ça marche pas. C'est la base. Donc, à partir de ce moment-là, c'est est-ce que tu as envie de te retrousser les manches et de te dire bon, ça marche pas, qu'est-ce que je fais? C'est là où ça devient intéressant. Ou est-ce que tu dis non, il faut absolument que je tienne à mon idée? Et je critique pas, parce que je pense qu'il y a autant du bon et du mauvais dans l'un que dans l'autre, mais moi je crois fondamentalement à l'échec quand on crée un film. Il y a 2 fois 2 pas de 2. Il y a 2 fois un pas de 2, et ça c'était... Complètement, ouais. Oui, il y a 2 pas de 2. Il y a 2 duos. Ouais. Donc pour décoder le sous-entendu, avant de faire des études au Frénois, tu étais par ailleurs danseur. Quoi. Ouais. Je faisais de la danse. Et un fort chorégraphique. Je faisais de la danse, de l'acrobatie, puis de la danse. Et pour l'anecdote, Naomi, donc c'est une toute jeune acrobate qui fait l'école du cirque. Et j'ai fait les castings pour rencontrer Naomi dans des écoles du cirque. Ce que je lui ai demandé pour le casting, c'était de savoir faire le salto arrière. Parce qu'à la base, quand j'ai commencé ce projet, j'avais envie d'inclure un salto arrière dans l'histoire. Voilà. Ça a changé, salto arrière s'est transformé en marche en arrière. Mais à la base, l'idée, c'était salto arrière pour remonter le temps. Aussi, enfin, ce genre de choses. C'est pas vraiment une question, mais d'habitude, j'interviens jamais après les films. Et je peux peut-être après. Moi, juste, je voulais vous dire que j'avais été très émue, vraiment, par votre film. C'est venu me chercher vraiment dans des vieilles émotions de l'enfance, à la fois liées aux expériences, voilà, de premier amour, etc., mais aussi des expériences cinématographiques, à travers, je me souviens, un film de Romer, je sais plus, c'était Les Contes de, je sais plus quoi. Et puis un autre film qui est une partie de campagne de Renoir. Et voilà, je trouve qu'il est vraiment d'une très grande richesse, et c'est sûr qu'il va m'accompagner après. Et vraiment, j'ai envie de vous remercier. Merci. C'est ça s'appelait une conclusion de débat, mais en fait, il y a un rebondissement. Et on passe dans le surnaturel. Beaucoup plus près de la bouche. Le rebondissement dans des passants, comment vous avez trouvé les 2 autres acteurs? Oui, voilà, bon, c'est une bonne question. C'est-à-dire que donc, Naomi, c'était la première fois que je faisais un casting normal, entre guillemets, parce que je voulais vraiment être avec une acrobate. Mais sinon, on fait tout le temps des castings dans la rue, sur les lieux du tournage, un peu en amont du film, un peu en amont du tournage. Donc Maxime, il a été rencontré par deux assistants à nous quand il sortait chez le Puffer. Et ça l'a plutôt branché. Il a dit bon, ok, pour faire un petit essai. Et c'est Souma, Isabelle l'a rencontré dans un bistrot quelques semaines avant le tournage, 2 semaines avant le tournage. Il est prof de philo, ça. Il est prof de philo, ouais, à Poitiers. Et en fait, voilà, tout le temps les castings comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de... Ce que j'aime pas dans l'idée du casting, parce que moi, quand j'étais danseur, je passais des auditions pour rentrer dans des compagnies, par exemple. J'en ai passé peu, parce que c'était un peu douloureux. Mais l'idée de l'audition, ça me plaisait pas, en fait. Donc, du coup, maintenant que je monte des projets, j'ai pas envie forcément de faire des auditions de cette façon-là. Je trouve que c'est un peu dur. Donc, du coup, c'est plutôt... je demande à des amis ou à des proches ou à ma famille, est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un qui t'aime bien, qui t'intéresse, qui est dans ce genre-là? Et je fonctionne comme ça, beaucoup par réseau. Mais en tout cas, il y a toujours très peu de gens. Donc, par exemple, pour le rôle du jeune homme, il y avait 2 jeunes hommes, je crois. Juste 2 ou 3. 2, je crois.
Et après, Naomi les rencontre, et puis c'est plus ou moins Naomi qui choisit, parce que avec qui tu te sens mieux. Et après, on fait le film. Donc c'est-à-dire que je ne choisis pas les gens qui sont parfaits, je choisis les gens qui ne correspondent pas forcément à l'idée que j'ai en tête, mais du coup je transforme la forme, le film et tout, pour essayer de révéler, entre guillemets, ou en tout cas d'essayer de filmer ces gens-là le mieux possible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, il n'y a pas du tout de... Il n'y a pas de question de coup de foudre, il y a une question plutôt d'une intuition de quelque chose, et ensuite tout le travail qui moi me passionne de réalisateur, de réalisation, c'est d'essayer de trouver la façon de filmer cette personne-là. Et le parc, c'est pareil. Comment filmer un parc? Tu arrives tout le temps à une question qui est fondamentale, qui est qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai devant moi? Et du coup, pour répondre à la question comment filmer un parc, tu travailles comment? Est-ce que tu es du genre à aller regarder tous les films de potes qui te conseillent des séquences de parc, genre Blow Up d'Antonioni, génial, c'est matriciel dans le film, et du coup à fonctionner comme ça par travail d'analyse, j'allais dire du travail pictural ou cinématographique d'autres, ou au contraire à habiter le lieu, à le fréquenter de façon très assidue, mais dans un rapport plus direct, comme le film par ailleurs effectivement est un peu infusé de références visuelles qui ne sont pas forcément totalement conscientes d'ailleurs, ou hyper précises. On va bien savoir comment tu travailles. J'ai dit ça en pensant moi à une expérience assez unique, mais qui est que j'avais été voir Alexei German sur un tournage à Saint-Pétersbourg, et qu'il m'avait fait découvrir sa méthode de travail in situ, dans un bureau de production qui était à côté de son set, et c'était dément, quoi. C'était dément parce que de précision folle, de la référence picturale que j'ai utilisée, les 12 modèles d'objets que j'ai fait comparer pour être fidèle à l'objet que je cherchais initialement. Enfin, c'est un travail absolument titanesque, qui sans doute n'est pas sans lien avec le fait qu'il a mis 9 ans à tourner son film. Toi, tu vas plus vite. Non, mais je ne sais pas si c'est lié à la vitesse ou le temps de production, etc. Mais mais je ne dis pas que c'est... Là, ce que je veux dire, c'est pas une qualité à mon avis, mais c'est sûr que moi, je me tiens le plus loin possible des films qui ont eu comme objet, comme sujet, comme lieu un parc. Ouais, c'est vraiment, je me tiens le plus loin possible de ça. Par contre, je fais des repérages, et en faisant les repérages, et puis il y a aussi des souvenirs, parce qu'évidemment, les parcs, c'est quelque chose que... quand j'étais ado, voilà, il y a un grand parc à côté de chez moi, j'y étais tout le temps pour m'entraîner à l'acrobatie, tout ça, etc. Donc, bref, donc, du coup, c'est des lieux que j'aime beaucoup. Mais non, je me tiens très 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 loin de ça. Et si c'est dans la littérature, ça me va, aucun problème. Si c'est dans la peinture, super. Si c'est dans la danse, parfait. Mais si dans le cinéma, non. Oui, pourquoi? Parce que Mais c'est pour ça que je dis que c'est peut-être pas une bonne façon de faire, hein, mais j'ai peur que ça m'enlève, ça m'empêche de découvrir des choses, en fait. J'ai peur que que j'intellectualise, que je me dise, ça a déjà été fait, que ça m'influence. Voilà, ce qui est peut-être pas vrai, hein, mais non. Moi, je voulais faire à ma façon, avec les erreurs qui seraient les miennes, les nôtres. Pas du tout, non. Pas du tout. Alors maintenant, parce que j'ai eu quelques interviews, on me dit alors, telle scène dans... Maintenant, je regarde des films, mais une partie de campagne, j'ai pas vu. La Nuit du chasseur non plus. C'est vrai? Non, je crois pas. L'aurore non plus. Non. Mais c'est pas une fierté du tout. Non, mais c'était pas un reproche non plus, mais c'est qu'effectivement, nous qui les avons vus, on les voit dans le film. Ouais. C'est ça qui est fou. Sur ce, merci beaucoup, Damien Zanival. Merci à tous.